Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Alform de la formation CCNA dépannage IPv6 et routage statique. Et dans cette vidéo, nous allons aborder la notion d'adresse IPv6 unicast et en particulier les adresses IPv6 unicast globales. Alors, un petit rappel concernant l'unicast, c'est les adresses qui permettent aux terminaux de communiquer entre eux one-to-one. Donc, un terminal qui voudrait communiquer avec un seul autre terminal, il va utiliser une adresse unicast. Alors, les adresses IPv6 unicast, elles sont de différents types. On a les adresses unicast globales. Alors, c'est l'équivalent de nos adresses IPv4 publiques. Donc, dans l'IPv6, lorsque vous voyez le mot global, ça veut dire que c'est une adresse publique. Et quand on dit publique, ça veut dire qu'elle est routable sur l'Internet public et que les service providers Internet vont autoriser les paquets dont les adresses IP sont des adresses globales à être routées à travers l'infrastructure de l'Internet public. Ça, ce sont les adresses IPv6 unicast globales. Ensuite, on a ce qu'on appelle les adresses IPv6 unicast unique local, donc unique local, qui sont l'équivalent de nos adresses IPv4 privées. Donc les adresses en 10 point quelque chose, en 172.16 jusqu'à 172.31, pardon, et puis les adresses en 192.168, qui étaient nos adresses IPv4 privées qu'on avait le droit d'utiliser en local dans nos organisations, mais qui n'étaient pas routables sur l'Internet. Et bien c'est la même chose ici, les adresses IPv6 uniques locales sont des adresses privées qui sont routables uniquement à l'intérieur de ma propre entreprise, à l'intérieur de ma propre organisation, mais qui ne sont pas routables dans l'Internet public. Ces adresses-là seront filtrées par les routeurs des fournisseurs d'accès Internet. Alors vous allez me dire pourquoi on a besoin d'adresses uniques locales alors que on a un nombre très important d'adresses IPv6 et finalement on peut avoir que des adresses publiques pour tous les terminaux du monde entier pour très longtemps. Eh bien, là, c'est une bonne question et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle les adresses uniques locales en réalité elles ne sont pas très utilisées. C'est une possibilité qui est là, c'est une possibilité qui est disponible. Les adresses uniques locales sont disponibles. Vous pouvez les utiliser en local de manière privée dans vos organisations, mais en général elles sont peu utilisées étant donné qu'on peut directement utiliser des adresses publiques sur nos terminaux. Alors ensuite, on a les adresses qu'on appelle les adresses link locales. Alors les adresses link locales, ça, ce sont des adresses qui ont une portée qui est liée ou limitée au LAN, qui est limitée au réseau local sur lequel elles sont. D'accord ? Donc les adresses link locales, ça va permettre à vos terminaux uniquement de communiquer entre eux dans le réseau local. Ça ne va pas plus loin qu'un domaine de broadcast, ça ne va pas plus loin qu'un VLAN en particulier, ça ne va pas plus loin qu'un LAN. D'accord ? Ce n'est pas routable au-delà du réseau local et on va voir à quoi ces adresses-là, elles servent. Alors, les adresses unicast globales. Donc on va commencer à détailler un peu les adresses unicast. On a les adresses unicast globales et on avait dit que les adresses unicast globales, c'était l'équivalent des adresses publiques dans l'IPv4. Alors c'est composé de 128 bits en tout, hein, avec 64 bits qui va les permettre de les séparer. Ça va être la partie à gauche, ça va être la partie réseau et à droite, ça va être la partie interface ID. Alors les adresses unicast globales, comment on les reconnaît? Comment je reconnais qu'une adresse IPv6 est une adresse unicast globale et donc publique, qui peut être routée dans l'Internet? Eh bien, elle commence tout le temps par les 3 premiers bits 001. Tout le temps, elle commence par 001. Donc ça c'est en binaire hein, qu'on reconnaît. Après, si on convertit cela, donc si on convertit 001, donc ensuite il peut y avoir n'importe quoi après. Donc 001x, donc ça peut nous donner soit 0010, soit 0011. Et ça en hexadécimal, eh c'est un 2, et ça en hexadécimal c'est un 3. Ça veut dire que, donc ça veut dire qu'une adresse IPv6, si elle commence par un 2 ou bien par un 3 lorsqu'on l'écrit en hexadécimal, eh bien c'est une adresse publique. C'est comme ça que l'on reconnaît une adresse IPv6 publique. D'accord ? Alors, donc, ensuite, une des choses qui a été faite également pour l'IPv6, c'est qu'on a essayé de configurer ou alors de donner à la partie réseau de nos adresses IPv6 une forme hiérarchique. En ce sens que les adresses IPv4, si vous vous souvenez, elles étaient gérées par une instance qui s'appelle l'IANA. C'est l'instance internationale d'attribution des adresses IP et ainsi de suite. Et puis l'IANA, elle ne peut pas gérer toutes les adresses IP du monde. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle a, on va dire, elle a fait de la sous-traitance et elle a subdivisé le monde en régions, on va dire en continents. Donc pour le continent européen, on a une agence qui s'appelle RIP, donc Réseau IP européen. Enfin, c'est Europe et également Moyen-Orient et Russie. Hein. Et ensuite, on a
Par exemple, pour l'Afrique, c'est l'AFNIC. Ensuite, pour l'Asie-Pacifique, ben, c'est l'APNIC. Et ensuite, pour les États-Unis et Mexique, c'est ARIN. Et ensuite, si je me souviens bien, pour tout ce qui est Amérique latine, c'est l'ACNIC. Donc voilà, en gros 6 instances qui vont s'occuper de gérer les adresses IP des différents continents. Eh bien, ces instances-là, on appelle ça des RIR. D'accord? Regional Internet Registers. Donc des registres Internet régionaux. Eh bien, dans l'IPv6, quand l'IANA va attribuer des blocs d'adresse IPv6 à RIP, eh bien, elle va lui attribuer des blocs de 23 bits. D'accord? Donc les 23, ça nous permettra de reconnaître en fait une adresse IPv6 d'où elle vient, de quel continent elle vient. Donc pour l'Europe, toutes les adresses IPv6 d'Europe, elles vont toutes commencer par les 23 premiers mêmes bits. Pour toutes les adresses IPv6 d'Afrique, elles vont toutes commencer par les mêmes 23 premiers bits. Et donc ça va nous permettre, rien qu'en regardant les 23 premiers bits, de savoir cette adresse IPv6 là, donc sa géolocalisation, de quelle région elle provient. D'accord? Donc chaque Internet Registrar régional aura ses propres 23 bits. Ensuite, pour chaque région, on va avoir des service providers. Donc par exemple, je ne sais pas, moi en Europe, on va avoir le service provider Orange qui a besoin d'un bloc d'adresse IPv6 pour pouvoir fournir des services à ses clients. Eh bien, il va aller faire la demande au RIP. Il va faire la demande au réseau IP européen, l'instance d'attribution d'adresse IP en Europe. Et ce RIP va donner à Orange un bloc de 32 bits. Ça va être le préfixe de l'ISP. Donc désormais, toutes les adresses IPv6 qui appartiennent à Orange, elles vont commencer par les 32 mêmes bits. Et ça nous permettra de savoir que cette adresse IPv6-là, elle appartient à Orange. Ensuite, Orange, il va fournir des blocs d'adresse IP à ses clients et il va leur donner des blocs de 48 bits. D'accord? Donc, vous êtes un client d'Orange, et le client va vous donner un bloc d'adresse IPv6 de 48 bits. On n'est pas encore terminé avec la partie réseau. Il nous reste encore 16 bits. Et les 16 bits restants, donc avant de parler des 16 bits restants, désolé, hop, supprime tout ça. Donc, les 48 bits qu'on vient de décrire ici, c'est ce qu'on appelle le Global Routing Prefix. C'est la section de la partie réseau public. Ensuite, on a les 16 bits ici qui nous restent. Ça va nous permettre de faire du subnetting. D'accord? Ce qu'on appelle le subnet prefix. Donc en fait, ce que vous recevez, vous allez recevoir un bloc de 48 bits de la part de votre service provider. Et ensuite, vous avez 16 bits dans la partie réseau avec laquelle vous pouvez jouer et créer des sous-réseaux. Donc ça nous permet d'éviter d'avoir à emprunter des bits de la partie host et les ajouter à la partie réseau. Donc on est débarrassé de tout ce qui est le VLSM, le FLSM, subnetting, etc. etc. D'accord? Donc on a 16 bits qui ont été réservés pour le subnetting. Donc voilà, on a nos 64 bits. Je suis un client, j'ai 48 bits à moi, j'ai 16 bits pour faire mes sous-réseaux. Et ensuite, pour chacun de mes terminaux, je vais rajouter 64 bits. C'est ce qu'on appelle le Interface ID. Et on avait vu comment l'Interface ID pouvait être configuré. Soit vous le configurez manuellement, vous configurez manuellement l'Interface ID pour chacun de vos terminaux. Soit vous pouvez demander à votre terminal de s'auto-configurer en utilisant sa propre MAC adresse ou bien en utilisant une valeur complètement aléatoire. D'accord? Donc les adresses unicast globales, donc les adresses publiques, ce sont des adresses qui sont valables dans tout l'Internet public, donc elles sont routables par les routeurs des différents services providers. Donc ces adresses-là, donc je vous rappelle, elles commencent soit par un 2, soit par un 3 en hexadécimal. Donc par exemple 2001, DB8, etc. Ça c'est une adresse publique. Donc elles sont routables dans l'Internet public, d'accord? Et ce sont l'équivalent de nos adresses IPv4, publiques. D'accord? Donc un exemple d'adresse IPv6 publique, 2001, DB8, 2CD3, 23EB, 2.2.1/64. Ça, c'est une adresse publique. Rappelez-vous, 2.2. Ça veut dire que des zéros. Donc ça veut dire qu'ici, si je regarde, ça, c'est la partie réseau en fait. D'accord? 2001, DB8, 2CD3, 23EB. Si je compte le nombre de bits, sachant qu'à chaque groupe de 4 valeurs hexadécimales, c'est 16 bits. Donc on a 16 et 16, 32. Et 16, 48 et 16, 64. Donc je veux bien mes 64 bits. Donc la partie réseau réelle, elle est là. Ça, c'est la partie sous-réseau. Hop, pardon. Donc ça, c'est la partie sous-réseau. Ça, c'est la partie réseau, la partie sous-réseau. Et ça, les 2.2.1, c'est que des 0 et un 1, c'est la partie Interface ID. Ça permet d'identifier un terminal dans le réseau en question.